Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Ce soir, c'est l'émission numéro 25 en ce lundi 13 juillet. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Pour ma part, j'ai arbitré au tournoi au complexe Les Trois Glaces organisé par le Centre d'excellence de hockey de Québec et l'organisation des Prédateurs 3 pour le hockey d'été. Les catégories qui étaient présentes là, en fin de semaine, c'était surtout des petits, là, des très jeunes là, qui évoluent dans les catégories, qui sont nés en 2012, 2013 et 2014. Bref, là, c'était vraiment plaisant de voir les petits gars là, s'amuser sur la glace là, en pratiquant leur sport favori qui les a tant manqué. Au programme de l'émission aujourd'hui, je vous parle de plusieurs sujets dans l'actualité sportive. Tout d'abord, aujourd'hui avait lieu l'ouverture du camp d'entraînement du Canadien de Montréal là, qui avait lieu aujourd'hui là, au complexe sportif Bell de Brossard. Ensuite, je ferai un retour sur le Grand Prix de Styrie là, en Formule 1. Et ensuite, je ferai un petit tour de l'actualité dans la LNH et je terminerai le segment en parlant de la NFL et des Redskins de Washington. À l'entrevue aujourd'hui, je reçois Jean-Simon Marchand. Jean-Simon est le fondateur du site web Projection Culturelle, un site promouvant les artistes, un site de nouvelles culturelles et artistiques là, promouvant les artistes d'ici et la culture québécoise. Donc, on parlera là, surtout du site la Projection culturelle avec Jean-Simon. Et comme c'est un passionné de sport qui a déjà assisté là, à un repêchage de la Ligue nationale de hockey, et on va parler de ça également là, en plus de ses études collégiales. En fin d'émission, je vous dévoile certains invités que j'aurai le plaisir de recevoir à Boisvert Radio cette semaine. En musique aujourd'hui, c'est le troisième jour du Festival d'été de Québec à Boisvert Radio. C'est aussi le lundi québécois. Donc, vous entendrez les trois accords et Émile Bilodeau. Commençons l'actualité sportive en parlant du camp d'entraînement du Canadien de Montréal. Donc, aujourd'hui, le 13 juillet, ça veut dire que c'est officiellement le début de la phase 3 du retour au jeu de la Ligue nationale de hockey. Donc, les 24 équipes qui participent aux séries, soit aux séries, soit à la ronde qualificative, là, sont de retour à leur complexe d'entraînement pour le camp d'entraînement. De leur côté, les Canadiens de Montréal sont en préparation là, pour affronter les Pingouins de Pittsburgh. Le Canadien a invité 33 joueurs à son camp d'entraînement à la phase 3, mais toutefois, le Canadien pourra voyager jusqu'à Toronto, l'endroit de la reprise là, pour l'Association de l'Est. Donc, le Canadien pourra voyager à Toronto avec un maximum de 31 joueurs. Donc, on a 2 joueurs à couper à ce camp d'entraînement. Dossier Alexander Romanov. Alexander Romanov, bien entendu, c'est un défenseur russe de 20 ans qui a été repêché en deuxième ronde en 2018 par le Canadien de Montréal. Là, les rumeurs Internet là, et les médias sociaux et les rumeurs là, s'enflamment. Est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il jouera pas? Il va jouer finalement. Finalement, il pourra pas jouer. Bref, c'est dur d'avoir une ligne directrice là, dans le dossier Romanov. Mais là, aujourd'hui, c'est plus clair. Donc, Alexander Romanov va participer au camp d'entraînement du Canadien. Donc, il arrivera là, bientôt à Montréal pour s'entraîner avec ses futurs coéquipiers. Mais la Ligue nationale va l'interdire de jouer lors du retour au jeu. Donc, à Toronto contre les Pingouins, là, le Canadien ne pourra pas compter sur Alexander Romanov. Pour que Romanov se pointe là, à Montréal, à Brossard, il a dû signer officiellement son contrat. Donc, on sait que lorsqu'il a signé son contrat d'entrée dans la Ligue nationale en mai dernier, Romanov, le contrat ne comportait pas de date de début. Donc, le contrat était incomplet. On ne sait pas s'il débutait au moment de sa signature officielle ou s'il allait débuter, par exemple, le 1er septembre prochain lors de la supposée ouverture des camps d'entraînement de la saison 2020-2021, qui sera finalement au mois de décembre. Bref, le contrat de Romanov n'était pas clair. Donc là,
Le contrat est signé, il commence aujourd'hui et pour qu'il participe au camp d'entraînement, Romanov veut participer au camp d'entraînement du Canadien, il veut jouer également, mais il ne pourra pas, ça il ne peut rien y faire. Mais le fait qu'il va participer au camp d'entraînement fait en sorte que sa première année de contrat va être ce qu'on appelle brûlée. Donc, le contrat d'entrée de Romanov est d'une durée de 3 ans, mais à la fin dans le fond, ça va juste être un contrat de 2 ans, puisqu'il va participer au camp d'entraînement cette année. Donc, le camp d'entraînement, dans le fond, va compter comme une année de son contrat. La saison prochaine va compter comme sa deuxième et la saison d'après va être sa troisième. Donc, il va devoir renégocier un nouveau contrat avec les Canadiens dans 2 ans plutôt que 3, ce qui est une mauvaise nouvelle en soi pour le Canadien, ce qui est avantageux pour Romanov, mais le Canadien a également là, un bon côté dans cette histoire-là, c'est que en signant ce contrat-là, Romanov vraiment confirme son allégeance pour le Canadien de Montréal. Comme plusieurs joueurs russes, là, il aurait pu décider de sachant que la Ligue nationale va commencer seulement en décembre prochain et qu'il ne pourra pas jouer d'ici là, Romanov aurait pu dire je vais attendre un peu encore avant de signer mon contrat, puis je vais retourner jouer en Russie l'an prochain. Donc ça fait en sorte que le Canadien s'assure là, vraiment d'avoir Alexander Romanov pour la saison prochaine, et ce, même si la première année de son contrat est, entre guillemets, là, gaspillée. En fin de semaine, Harpon Bazou, qui est un journaliste pour The Athletic, a annoncé une nouvelle là, qui a eu l'effet d'une mini-bombe. 3 cas positifs à la COVID-19 auraient été trouvés là, chez le Canadien de Montréal. Mais aujourd'hui, là, il a calmé un peu les ardeurs là, parce que Bazou lui-même a aujourd'hui déclaré que 2 de ces 3 tests étaient finalement des faux positifs. Donc les 3 joueurs là, ont été retestés, puis 2 de ces joueurs-là ont reçu des résultats négatifs. Pour savoir au niveau là, de l'identité des joueurs, il n'y a pas de communiqué officiel là, de la Ligue nationale ou du Canadien de Montréal qui a été fait afin de savoir leur identité. C'est tout à fait correct, mais on peut y aller là, de déduction logique. Aujourd'hui, 28 joueurs étaient sur la glace pour le Canadien de Montréal lors du premier entraînement du camp d'entraînement. Il y avait 33 joueurs invités, donc il y avait 5 absents. Alexander Romanov n'est pas là, ça c'est normal, il n'est pas encore arrivé à Montréal. Max Domi était pas là, c'est normal, il est encore chez lui à Toronto. Il a décidé là, en fin de semaine qu'il allait prendre un 7 à 10 jours là, afin de savoir s'il participera ou non là, à la reprise avec le Canadien. On sait que Max Domi est atteint du diabète, donc possible là, complication si jamais là, il attrapait la COVID-19. Donc il ne manque que 3 joueurs qui étaient sur la liste qui n'étaient pas là. 3 joueurs, ce qui est le même nombre de cas positifs qui étaient annoncés hier par Harpon Bazou. Et bien, ces joueurs-là, il s'agirait de Brett Kulak, Xavier Ouellet et Josh Brook. 1 plus 1 égale 2. En toute logique, c'est ces 3 joueurs-là qui auraient été testés positifs hier à la COVID-19. Et aujourd'hui, 2 de ces tests sont des faux positifs. Bref, le Canadien va continuer de s'entraîner et arrivera à Toronto le 26 juillet prochain. Parlons maintenant de Formule 1. En fin de semaine avait lieu le Grand Prix d'Estyrie. Donc, ça s'appelle le Grand Prix d'Estyrie officiellement, mais c'est sur exactement le même circuit que le Grand Prix d'Autriche la semaine passée. C'est la Formule 1 là, qui a décidé de mettre un nom différent que celui de la semaine passée. Donc, le Grand Prix en fin de semaine d'Estyrie avait bel et bien lieu sur le Red Bull Ring de Spielberg. Styrie, c'est le nom là, des montagnes qui sont aux alentours là, du circuit. Donc, pourquoi pas en donner un nom différent à ce Grand Prix. Donc, hier avait lieu la course, bien entendu le Grand Prix, et c'est le Britannique de l'écurie Mercedes, Lewis Hamilton, qui a gagné. Lui qui, en plus, là, après la qualification, avait la position de tête.
Donc, très bonne nouvelle pour Lewis Hamilton qui a terminé là, en raison d'une pénalité quatrième la semaine passée. Lewis Hamilton termine donc premier. Là, il a complété le Grand Prix en 1h 22 minutes 50 secondes et 683 millièmes. Le deuxième a été son coéquipier finlandais Valtteri Bottas. Et ensuite, le néerlandais Max Verstappen, lui qui a été contraint à l'abandon la semaine passée, a complété le podium au troisième rang. Au quatrième rang, on retrouve le coéquipier de Verstappen à Red Bull, soit le Thaïlandais Alexander Albon. Donc on a les deux Mercedes, les deux premiers, et les deux Red Bull, les deux ensuite. En cinquième position, on a Lando Norris de Mercedes, de McLaren, un autre Britannique. Et après, aux positions 6 et 7, on retrouve les deux Racing Point. Donc en sixième place, on a le Mexicain Sergio Perez. Et en septième place, on a le Canadien Lance Stroll. Donc Lance Stroll là, qui engrange ses premiers points de la saison avec sa septième position au Grand Prix de Styrie. Donc c'est une excellente nouvelle. Là. Lance Stroll, lui, qui avait été contraint à l'abandon la semaine passée. Stroll a terminé juste devant l'Australien Daniel Ricciardo de Renault. Et ces deux-là, il y a une petite histoire là, à raconter là, dans ce Grand Prix entre justement Lance Stroll et Daniel Ricciardo. Lorsque Lance Stroll a dépassé Ricciardo pour prendre le septième rang, la manœuvre là, de Stroll a été réussie parce que oui, Stroll a dépassé Ricciardo, mais les deux monoplaces là, se sont frôlés et Ricciardo, pour éviter la manœuvre un peu dangereuse de Stroll, là, a dû sortir de piste. Donc c'était une manœuvre là, assez dangereuse pour Lance Stroll, mais heureusement pour le Canadien, aucune pénalité n'a été décernée là, à Stroll pour cet incident. Autre incident à rapporter dans le Grand Prix, là, au premier tour, les deux Ferrari, donc les deux coéquipiers là, de la Scuderia, Charles Leclerc et Sébastien Vettel, sont entrés en collision. Les deux pilotes ont dû ensuite abandonner, donc très, très mauvaise nouvelle là, pour Ferrari. Sébastien Vettel a dû abandonner au deuxième tour et au cinquième tour, là, Charles Leclerc a dû rentrer au puits, mais sa course était terminée également. Donc les deux Ferrari qui se rentrent dedans, c'est jamais une bonne nouvelle là, pour lorsque deux coéquipiers sont impliqués là, dans le même accident. En vitesse, là, Nicolas Latifi, l'autre Canadien, a terminé au 17e rang. Donc le dernier pilote qui n'a pas abandonné. Et le troisième, il n'y a eu que 3 abandons aujourd'hui, là, en fin de semaine vis-à-vis à 9, là, le 5 juillet dernier, lors du Grand Prix d'Autriche. Le troisième là, cette semaine, c'était le Français Esteban Ocon de l'écurie Renault qui a souffert là, d'un problème mécanique. Dimanche prochain, les pilotes se donnent rendez-vous en Hongrie pour le prochain Grand Prix. En vitesse, là, quelques nouvelles dans la Ligue nationale. D'abord, le Wild du Minnesota, qui a présentement comme entraîneur-chef Dean Evason, qui était entraîneur-chef par intérim. Il n'est plus entraîneur-chef par intérim. Aujourd'hui, il s'est fait retirer l'étiquette d'entraîneur-chef par intérim. Retirer l'étiquette par intérim du poste entraîneur-chef. Donc bref, il a signé un contrat de 2 ans Dean Evason pour être vraiment là, l'entraîneur-chef permanent du Wild de Minnesota. Rappelons que Evason avait remplacé Bruce Boudreau le 14 février dernier lorsqu'il a été congédié. Le Wild du Minnesota jouera contre les Canucks de Vancouver en série, lors de la ronde qualificative en vue là, des séries. La LNH a annoncé aujourd'hui que la semaine passée, 7 nouveaux cas à la COVID-19 ont été recensés là, dans les 24 équipes de la Ligue nationale. Donc, ça porte le total à 30. Ce qui est vraiment pas beaucoup, considérant que 4900 tests là, ont été effectués sur près de 600 joueurs. Donc, c'est une excellente nouvelle. C'est quand même une bonne nouvelle là, pour la Ligue nationale. Là, seulement 7. Les cas, c'est sûr qu'il allait en avoir. La COVID-19 là, est partout, pas partout, mais est toujours présent. Donc c'est normal là, que plusieurs joueurs là, soient infectés. Et seulement 7 dans la dernière semaine, c'est une bonne nouvelle là, sur les 600 joueurs.
Aujourd'hui, là, c'était pas juste le début du camp d'entraînement à Montréal. Le début du camp d'entraînement aussi avait lieu justement dans les 23 autres équipes qui participent aux séries et à la ronde qualificative en vue des séries. On a pu compter certains absents dans certaines équipes. Par exemple, les Bruins de Boston. Aujourd'hui, deux joueurs là, brillaient par leur absence, soit l'ailier Ondrej Kase et l'ailier David Pastrnak. Donc, ces deux joueurs là, européens qui sont sûrement arrivés à Boston dans les derniers jours. Officiellement, là, ils n'ont pas été placés sur la liste des blessés. Ils seraient en mesure de jouer, à moins d'indications contraires, bien évidemment, par les Bruins dans les prochains jours. Justement, on sait que ces deux Européens, ils sont peut-être en isolement volontaire là, de 14 jours ou un peu moins, là, considérant que c'est des joueurs de la LNH. Puisqu'ils sont arrivés d'Europe là, vraiment tout récemment. Donc, c'est ça. Pastrnak et Ondrej Kase n'étaient pas là. Par contre, bonne nouvelle pour le Lightning de Tampa Bay. Steven Stamkos, lui qui souffrait d'une blessure aux abdominaux, était présent sur la patinoire. Il était par contre pas accompagné du groupe. Donc, Steven Stamkos s'est entraîné en solitaire. Et il devrait être là, en mesure de disputer le premier match là, du Lightning de Tampa Bay lors du tournoi à la ronde avec les 4 équipes de tête de la conférence de l'Est. Et finalement, dernière nouvelle là, du côté de la LNH, le gala NHL Awards là, qui remet les trophées, bien évidemment cette année est annulé. Et on a reçu le calendrier là, des dates de remise de trophées pour les joueurs de la Ligue nationale. Et chaque jour, là, 1 ou 2 trophées pendant les finales là, d'association seront annoncés. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle là, pour les joueurs là, qui gagneront des trophées. Toutefois, peut-être que certains joueurs là, qui sont toujours en vie là, dans les finales d'association vont peut-être voir leur jeu être affecté si jamais ils gagnent un trophée ou si jamais ils en perdent un. Mais bref, les joueurs habituellement donnent pas trop d'importance là, au trophée. Donc, ça devrait pas avoir très très beaucoup d'incidence là, sur les séries de la LNH. Maintenant, on parle de la NFL. Je vous parlais la semaine passée que les Redskins de Washington voulaient changer de nom. Donc, c'est officiel à partir d'aujourd'hui. Les Redskins n'ont plus le nom des Redskins de Washington. Le logo aussi là, a été retiré. Il sera changé. Là, on montre là un Indien. Un Indien de côté. Le visage d'un Indien de côté. L'Indien qui a la peau brune. Là. Bref, suite à la lutte là, face aux injustices raciales aux États-Unis, c'était sûr que ça allait arriver là, au niveau chez les Redskins, puisque certains partisans de l'équipe réclamaient ce changement-là. Les commanditaires aussi ont mis de la pression. Là. On sait genre comme FedEx qui possède là, les droits d'appellation du stade de l'équipe de football de Washington jusqu'en 2027. Donc bref, le propriétaire des Redskins, Dan Snyder, a finalement accepté de retirer le nom des Redskins de Washington à sa concession. C'est tout pour l'actualité d'aujourd'hui. C'est l'heure d'aller en musique pour la première fois aujourd'hui dans le Festival d'été de Québec à Boisvert Radio. Voici mon groupe francophone préféré, les Trois Accords, avec une chanson, une de leurs premières chansons là, que j'ai écoutées quand j'étais plus jeune. C'est Caméra Vidéo. Et au retour, Jean-Simon Marchand est avec nous. Restez là. Tout seul je pars avec mon appareil photo. Derrière la gare, les passants, même les escabeaux préfèrent encore traverser par la flaque d'eau que par le bord où je les verrai comme il faut. Tous les
seul je sors avec mon appareil photo. J'attends dehors au café du boulevard Vigo. Les gens m'ignorent, c'est tout de même les animaux. Ne collabore pas du tout et me tourne le dos. Mais devant toi, je prends ma caméra vidéo. Les cris de joie entament ta voix dans le micro. Tous les éclats explosent dans le studio. Quand devant toi, je prends ma caméra vidéo. Hey! Mais devant toi, je prends ma caméra vidéo. Les cris de joie entament ta voix dans le micro. Tous les éclats explosent dans le studio. Quand devant toi, je prends ma caméra vidéo. C'est maintenant l'heure de l'entrevue d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit notre premier invité de la semaine, Jean-Simon Marchand. Jean-Simon est le fondateur du site Projection Culturelle. C'est aussi un passionné de sport qui a, entre autres, déjà couvert le repêchage de la LNH à Buffalo en 2016. Et c'est un finissant en arts et technologies des médias, là, en profil publicité au cégep de Jonquière. Bonjour Jean-Simon, ça va? Salut Charles, ça va très bien toi-même? Oui, ça va super bien. D'abord, parlons de projection culturelle. Là. Peut-être que certaines personnes n'ont pas encore vu la page ou en ont pas encore entendu parler. C'est quoi ça, projection culturelle? Bien, certainement, en fait, Projection culturelle, là, qui le dit même là, dans le nom, Projection culturelle, un site web culturel qu'on a en fait là, lancé il y a 5 mois de ça. Donc, comme tu le dis, Charles, c'est possible là, que ce ne soit pas tout le monde là, qui en a entendu parler encore. Certainement que se lancer là, dans le domaine du culturel avec un site web, c'est pas toujours facile, ça demande beaucoup de travail. Ouais. Donc, certainement là, qu'on travaille fort là, pour justement là, établir notre place dans le milieu. Donc, projection culturelle, c'est quoi? Donc, un site web là, qui a vraiment pour but de couvrir là, toutes les activités du domaine du milieu culturel au Québec. Vraiment, ce qu'on cherche par là, c'est de vraiment mettre de l'avant nos artistes québécois dans le domaine, là, soit même la musique, l'humour, le théâtre et les arts visuels. Donc, vraiment, ce que j'aime de ce projet-là, c'est qu'on va vraiment chercher une multitude de facettes dans ce domaine-là pour vraiment là, donner la place à tout le monde là, de se faire voir. Puis, par le fait même, nous, ça nous donne de l'expérience. Puis, je crois que c'est vraiment le gagnant des deux côtés. Ouais, parce que ton équipe est constituée en grande partie là, d'étudiants là, à l'université ou au cégep. Là, c'est bien. En fait, je suis même aussi le content que tu en parles. Des étudiants là, du cégep, on a des étudiants du cégep de Jonquière, de l'université de Sherbrooke, de l'UQAM, de l'UDM à Montréal. Donc, vraiment, c'est un projet qui est lancé, qui est en ce moment occupé par des jeunes. Donc, vraiment, c'est ce que j'aime. Ça nous permet en fait là, de se démarquer aussi
dans le domaine, étant donné qu'on est juste, en fait, tous des jeunes là, entre 18 et 23-24 ans là, pour justement là, gérer ce projet-là. Tu as parlé de l'UQAM, tu as parlé de Jonquière. C'est un projet qui est devenu, disons, provincial au moins là, assez vite, là. Ça a grandi vite. Ben oui, ben en fait, c'est ça. Le projet qui est lancé depuis le 25 mars dernier, si je me souviens bien. Ouais. Vraiment, je me souviens là, des premiers jours du projet. On était 4-5 à écrire là, sur le site. J'ai pris là, quelques amis, quelques connaissances que j'avais déjà dans le milieu. Puis peu à peu, là, dès que les semaines ont commencé à avancer, même les mois, il y a des gens qui ont commencé à voir ça, des amis, des rédacteurs qui étaient avec nous, qui étaient intéressés à joindre au projet. Donc, c'est certain qu'en tant que jeune projet, euh, on était là, certainement là, ouvert à accueillir ces gens-là qui étaient passionnés, qui voulaient se joindre à nous pour justement là, faire de ce projet-là une réussite à long terme. Parfait. Comme j'ai mentionné dans l'introduction, toi, tu es le fondateur là, de Projection culturelle. Comment t'es venu l'idée là, de partir ce site-là? Ben, en fait, pour ceux qui me connaissent, savent en fait là, que je suis, ça fait depuis là, quelques mois, quelques années que je suis en fait là, impliqué dans le domaine du milieu culturel, qui c'est quelque chose qui me passionne. Pendant mon parcours à Jonquière, j'ai eu la chance de faire partie du projet Plateforme C20, qui est en fait une plateforme avec laquelle on avait l'opportunité de réaliser des entrevues avec des artistes qui étaient de passage là, au Saguenay, soit des humoristes, des artistes, des chanteurs. Donc, c'est parti de là. Puis, étant donné que je savais que mon parcours en ATM se terminait bientôt, c'est là qu'il m'est venu l'idée là, en fait de lancer Projection culturelle parce que j'avais pas envie de justement que cette expérience-là se termine avec Plateforme Sévin au Cégep de Jonquière, mais bien de pouvoir poursuivre cette expérience-là. Donc, vraiment de lancer ce projet-là, c'était vraiment quelque chose à laquelle j'ai pensé depuis longtemps. Puis avec la pandémie, là, ce qui est arrivé, la COVID-19, mais je me suis dit que c'était le moment idéal là, pour me lancer dans ce projet-là, étant donné que le temps était présent, j'avais du temps pour le faire. Puis c'est ça, c'est là qui m'est venue l'idée. Parfait. Présentement, là, vous avez plus de 1400 mentions j'aime sur Facebook. Là, plusieurs personnes suivent la page. Et tu l'as lancé, comme tu l'as mentionné tantôt, seulement le 25 mars dernier. Donc, on peut dire que les 5 premiers mois ont été un grand succès. Oui, on peut dire ça comme ça. Certainement que justement, là, comme je l'ai dit tantôt, la COVID-19, la pandémie, les gens avaient plus de temps justement là, à consacrer à lire les nouvelles, à être sur les réseaux sociaux, encourager aussi là, la culture locale. On l'a vu là, par plusieurs mouvements, hashtag magazine d'ici, hashtag série d'ici, hashtag musique d'ici, là, Ouais. qui a été lancé par Québécois, si je me souviens bien, même Cube Musique qui a été lancé. Donc vraiment, les gens qui étaient pour là, justement encourager ce qui se faisait ici. Donc, je crois que ça a été aussi là, bénéfique pour nous de justement se lancer dans le milieu pendant ce moment-là. 1400 mentions j'aime, tu l'as mentionné. On sait que le domaine culturel est extrêmement, c'est difficile de faire sa place dans ce milieu-là. Déjà, plusieurs sites qui sont établis. Là, on connaît en vedette Hollywood PQ. C'est des sites qui sont déjà établis, on ne se le cachera pas, des compétiteurs, si on veut, dans le domaine. On essaie de justement se démarquer par ça. Puis je crois que nos rédacteurs, en fait, toute l'équipe, là, vraiment, ont fait un très bon travail. On est tous passionnés. Puis tu l'as mentionné tantôt, je suis comme le fondateur, mais dans la vision du projet, c'est vraiment plus que tout le monde est à part égale. Tout le monde, justement, veut apporter son grain de sel dans le projet pour que, justement, on soit en mesure de se démarquer, faire notre place, puis de se faire de ce projet-là un succès. OK, c'est bon. On a vu en 5 mois là, comment Projection culturelle a progressé. Comment tu vois l'avenir avec ton site? Est-ce que, je sais pas, là, je lance ça de même, est-ce que ça pourrait devenir plus qu'un site web? Est-ce que comment tu vois Projection culturelle dans l'avenir? C'est certain qu'en ce moment, on est dans les premiers mois. C'est sûr qu'il y a des bases à établir. Il faut justement mettre les bases, comme je viens de mentionner. En Ouais. ce moment, c'est vraiment d'écrire des articles. C'est sûr qu'il est difficile de pouvoir rencontrer les artistes en personne, de se démarquer de cette manière-là, c'est plus difficile. Mais certainement on a des projets, oui, plus gros pour l'entreprise, si on veut, là, prochainement. Ouais. Mhm. C'est sûr qu'on vise peut-être là, à se lancer en agence. C'est sûr que il y a des petites affaires comme ça là, qui pourraient être intéressantes à se lancer là, dans le futur. Mais c'est sûr qu'on est encore très jeune. Il y a encore beaucoup de travail à faire. On a encore beaucoup de choses à apprendre aussi. Donc, c'est certain, on va voir comment ça va couler. Puis, on va laisser la vie faire les choses. Ouais.
À Projection culturelle, j'ai vu ça passer, là, vous avez eu des entrevues avec Luca Perros et Idior Ituno, soit deux Mhm. acteurs de la populaire série Netflix La Casa de Papel. Ma question est comment? Quel a été le processus là, derrière ces deux entrevues-là? En fait, c'est un de mes bons amis, là, Gabriel Leblanc, avec qui j'étais très impliqué là, dans les années passées là, avec le hockey, quelqu'un que je côtoie encore régulièrement en date d'aujourd'hui, qui m'avait écrit là, pour me dire qu'il était intéressé là, peut-être à aller exploiter là, ce côté-là avec ces deux entrevues là, avec la Casa des Papels. Moi, j'ai dit, je suis quelqu'un dans la vie qui pense souvent en se disant qui ne sait pas n'aura pas. Je sais pas si c'est ça la phrase, mais en tout cas, c'est ça, si tu n'essaies pas, c'est sûr que tu l'auras jamais, donc vaut mieux essayer. Donc, il me parle de ça, j'ai dit, ben, on va essayer. Donc, justement, on a fait des recherches là, sur les internets pour essayer de contacter les agents des deux comédiens. Donc, on a fait les demandes, puis la demande s'est rendue, elle a été acceptée. Donc, vraiment, à partir de là, ça a été un gros processus là, de justement faire la recherche, établir les questions, également, là, étudiant qui parle espagnol, donc devoir traduire les questions en espagnol. Gabriel qui a dû également apprendre la langue de l'espagnol en un court temps de 4-5 jours là, pour Wow. vraiment préparer ses questions, faire l'entrevue. Donc, vraiment, ça a été énormément de travail également là, avec Jean-Philippe Bousset, là, qui fait partie de notre équipe. Par la suite, c'était de traduire l'entrevue après ça de l'anglais, de l'espagnol au français pour ensuite là, rédiger l'article. Donc, vraiment, ça a été vraiment un 48 heures là, qui était vraiment consacré à ça. 48 heures là, sans arrêt pour ensuite là, publier l'article. Puis avec Lucas, là, ça a été le même processus. Lui qui parlait anglais, si je me souviens bien, là, lors de l'entrevue. Donc ça, c'était un peu moins compliqué si on veut. Mais quand même, c'est beaucoup de travail qui a été fait derrière ça. Je crois qu'on est fiers du résultat que ça a donné. C'est pas là, tous les sites web au Québec qui sont en mesure de Non, donner c'est des ça. entrevues avec deux comédiens de la sorte. Mais oui, ça fait partie du processus, ça nous rend fiers. Puis on espère là, pouvoir avoir d'autres opportunités dans ce genre-là dans les prochains mois. Ouais, je vous l'espère également, là. En tant que fondateur là, et aussi en tant que gars qui a réalisé plusieurs entrevues avec plusieurs personnalités québécoises connues, là, qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton projet jusqu'à maintenant? Ben vraiment, c'est ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir lancé ce projet-là. Je ne Ouais. cacherai pas que c'est un projet que j'avais en tête là, depuis plusieurs mois. Vraiment, j'étais craintif à l'idée de lancer ce projet-là parce que tu sais, quand on lance un projet, vraiment, ça demande du temps, ça demande de la patience parce que tu sais, ça fait 5 mois, mais encore, il y a des choses à établir, il faut aller chercher notre public cible. Vraiment, c'est difficile de se créer une notoriété dans le milieu. Mais Mhm. ce qui me rend le plus fier, c'est vraiment là, par les années passées, là, la couverture du gala artiste, couverture du gala de la disque, des entrevues là, avec des artistes des gros noms, comme tu l'as mentionné. Là, je pense à Michel Charette, Ouais. Patrice Godin, Ève Landry. Vraiment, c'est des choses qui me rendent fier. Puis j'espère qu'avec ce projet-là, on va pouvoir être en mesure d'aller chercher de la notoriété et la confiance là, chez justement euh, chez les relationnistes de presse pour pouvoir là, faire notre marque. Puis vraiment être une référence au Québec là, en matière d'information culturelle. Puisque vraiment, nous, ce qu'on cherche à aller chercher, c'est pas vraiment les rumeurs, les potins, mais c'est vraiment de donner l'information, la vraie information, les vraies nouvelles, justement, à nos abonnés. Puis faire justement là, ressortir, là, donner de la visibilité là, au milieu culturel d'ici. Excellent. T'en as glissé un mot, là. T'as couvert le gala de la disque qui est le gala artiste, là. Parle-moi de ces expériences-là. Ben c'est sûr que tu sais, moi, je suis quelqu'un qui essaie beaucoup dans la vie. Quand j'avais envoyé là, mon premier courriel pour tenter là, de couvrir le gala artiste, jamais j'aurais pensé là, avoir en fait une réponse positive. Donc vraiment, ça a été une énorme journée, là, justement, toute la préparation le matin, après ça, me rendre à Montréal pour aller couvrir le tapis rouge. C'est pas à tous les jours là, que tu as cette opportunité-là d'être sur le tapis rouge avec une Ouais, c'est multitude sûr. là, d'artistes, multitude d'artistes comme ça là, au Québec. Donc, vraiment, un moment magique que j'aimerais justement avoir l'opportunité de revivre encore. Mais c'est certain que quand tu assistes à ça, faut que tu en profites. Puis, vraiment, c'est ça. C'est une expérience incroyable. Puis, j'en tire juste des beaux souvenirs. C'est bon. Jean-Simon, tu es un vrai entrepreneur, là. Avant d'arriver à Projection culturelle, tu as fondé ou cofondé là, plusieurs sites de sport là, comme Hockey TV, Hockey Action et Sport Action. Là, je pense que c'est tous des sites dont j'ai eu le plaisir d'écrire pour toi également.
Pourquoi tu t'investis autant là? Qu'est-ce qui fait en sorte là, que tu décides à participer à autant de projets variés? Je suis quelqu'un dans la vie, tu sais, pour les gens qui me connaissent, qui aiment ça travailler, qui trouvent toujours un moyen de s'occuper. C'est rare que je vais être assis là, à ma table ou sur mon divan en train de me tourner les pouces. Je veux faire quelque chose. Donc, justement, avec ces projets-là, c'est ce qui me permet, je suis passionné. Donc, quand je suis passionné, je me dépasse. Vraiment, je travaille là, sans compter mes heures. Donc, c'est justement ce qui, pendant la COVID-19, j'étais assis chez moi, il n'y avait rien à faire, tout était fermé. Donc, je me suis dit, bon, voilà, c'est le temps. On lance Projection culturelle. Puis je crois que c'est un peu le même processus là, avec Hockey TV qui a été le premier site fondé. Ensuite, Hockey Action, Sport Action qui était lors de mes premières années d'ATM. J'aime ça écrire, j'aime ça justement là, gérer, coordonner des projets, être avec des amis. Donc, c'est justement là pour ça que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces projets-là par le passé. En fait, le Hockey TV, Projection culturelle, Hockey TV et Hockey Action qui sont plus en place maintenant. Là, on a fermé les deux sites. Mais certainement là, qu'avec Projection culturelle, je vois un énorme potentiel. Un projet là, que j'aimerais garder là, jusqu'à mes 50, 60 ans. Là, je ne sais pas comme ça. Mais enfin, là, un projet que j'aimerais garder là, pour plusieurs années. Donc, on a lancé ça il y a 5 mois. Puis, c'est ça. Je souhaiterais là, que ce projet-là puisse être en marche là, pour encore plusieurs années. Excellent. Tu as couvert le repêchage de la Ligue nationale de hockey à Buffalo en 2016. Raconte-moi ton expérience là-bas là, et aussi quel a été le processus qui t'a mené justement à couvrir le repêchage. Oui, en fait, couverture, c'est ça qu'on voit pour couverture. Tu sais, j'ai assisté là, au repêchage là, justement de la Ligue nationale de hockey. Ça, c'était, je me souviens bien, là, c'était dans le temps de Hockey TV. On avait vu là, que justement le repêchage était à Buffalo, donc en étant natif de Sherbrooke, Buffalo qui était à 7 heures de route environ. Donc, mon père aussi, là, qui est grand passionné là, de voyages, d'événements sportifs, puis de route. Donc, j'avais demandé là, si c'était possible de justement pouvoir faire ce voyage-là pour assister à cet événement-là. Puis, il avait dit oui. Donc, on était parti là, le matin pour justement se rendre là, à Buffalo. On avait acheté là, une paire de billets sur le bord de la rue. Puis, justement, on avait assisté là, au repêchage dans les hauteurs de l'aréna à Buffalo. C'était une très belle expérience. Puis on avait aussi assisté là, la journée du samedi là, pour le repêchage, là, la ronde 2 à 12. Non, c'est ça, c'était un très bel événement. Puis c'est sûr que si l'opportunité se présente à nouveau, je vais me rendre là, pour couvrir là, cet événement-là aussi. Excellent. En terminant, là, cette année, tu as terminé tes études collégiales en ATM, là, profil publicité au Cégep de Jonquière. Là. Qu'est-ce qui t'attend pour l'an prochain? Là? Est-ce que tu vas aller sur le marché du travail? Est-ce que tu vas aller à l'université? Qu'est-ce que tu vas faire l'an prochain? Là, c'est sûr que le tout s'est terminé un peu, pas commencé comme on s'attendait. C'est sûr que là, il y avait la fin de l'ATM, le début des stages. Après ça, j'avais prévu passer l'été à Montréal. Là, les plans ont tombé à l'eau. Donc, pour la prochaine année, je ne sais pas encore là, trop ce qui va se passer. Je laisse les portes ouvertes, mais c'est certain que j'envisage d'aller sur le marché du travail, de trouver un emploi dans le domaine des communications, quelque chose qui va m'intéresser, qui va me passionner. J'ai déjà envoyé là, quelques CV. Mais c'est certain que je vais rester là, bien actif dans le milieu là, pour la prochaine année. Puis après ça, on verra ce qui va découler de ça. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Simon, d'avoir accepté mon invitation. Yes, ça me fait plaisir. Merci à toi pour ton temps. Je te souhaite un bel été et aussi beaucoup de succès là, pour Projection culturelle là, jusqu'à tes 60 ans. Yes. Yes, merci. On retourne maintenant en musique dans ce lundi québécois au Festival d'été de Québec à Boisvert Radio. Voici Ça va de Émile Bilodeau. Nous marchions sur le boulevard de la vie. En destination vers la mort, nous étions partis. Et puis Dieu, dans son char, s'arrête sur le bord. Il me dit: hey mon fils, veux-tu que je te fasse un lift? Et j'ai dit non, ça va, je vais marcher. Et j'ai dit non, ça va, je vais marcher. Et si
vous voyez ceux que j'aime en chemin, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je ne suis plus très loin. Et si vous voyez ceux que j'aime en chemin, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je ne suis plus très loin. Nous marchions sur ce boulevard dans la nuit, et puis le ciel et ses aurores étaient ma foi si jolis. D'un coup le vent était fort et puis le temps était gris. Sorti de nulle part, un vieux moteur s'arrête et me dit: oh tu sais mon gars, j'ai tellement entendu souvent dans ma vie, oh ma sentence, la romance et puis le restaurant aussi. Tu sais que le temps se fane et moi j'ai perdu ma femme, j'ai perdu tous mes amis aussi, et je n'ai plus aucune compagnie. Alors monte sur mon Harley, puis accroche-toi, on va triper. Puis là j'ai dit: c'est bien beau tout ça le moteur, mais t'as-tu des idées noires, quelque chose du genre? Ben non, ça n'a pas rapport, c'est juste que moi j'ai côtoyé la mort. Et si je t'invite sur mon bicycle, c'est pour que ta route aille un peu plus vite. On va flyer 100 000 à l'heure, brûler notre gaz, direct dans le bonheur. On va rouler sans arrêter, mais moi de lui répondre très embêté: non, ça va, je vais marcher. Et j'ai dit: non, ça va, je vais marcher. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt. Et même si, parfois, il m'arrive de regarder la route puis de me dire que ça me tente plus pantoute, parce que la vie, sans toi, s'enligne pour être un énorme défi. J'aime mieux pas prendre de raccourcis. Non, ça va, je vais marcher. Et j'ai dit: non, ça va, je vais marcher. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt. C'est maintenant l'heure pour moi de vous dévoiler mon invité de mardi. Pour mercredi et jeudi, là, j'ai déjà 2 invités, mais avec lesquels là, je dois juste confirmer la date. Mais ne vous inquiétez pas, là, c'est trouvé. Il ne me reste qu'à vous dévoiler justement le moment là, que je vais vous diffuser les entrevues avec ces 2 invités. Tout d'abord, donc mardi, demain, je reçois Noah Terrell-La Rochelle. Noah est un gardien de but au hockey qui évoluait l'an dernier avec les riverains là, du collège Charlemagne dans le circuit Midget 3A. C'est aussi un espoir des Huskies de Rouyn-Noranda, lui qui a été repêché en 11e ronde au repêchage 2019 de la LHJMQ au Centre Vidéotron de Québec. C'est tout pour l'émission de ce soir. Merci beaucoup à Jean-Simon d'être venu pour l'entrevue. Je vous rappelle que vous pouvez voter pour le décompte musical de Boisvert Radio sur la page Facebook jusqu'à mercredi 13h. Aussi, puisque Boisvert Radio prendra relâche vendredi, là, il n'y aura pas de ligne ouverte cette semaine. Donc, je voulais vous avertir de ce fait. Merci à tous d'avoir été à l'écoute ce soir. On se retrouve demain soir pour un nouveau podcast à Boisvert Radio.